Oui, je vais vous parler, alors je vous avais parlé l'année dernière d'un étudiant en droit orléanais, monsieur Bubenheimer, et de ses méandres devant le Conseil constitutionnel. Je vais vous parler cette année des ancêtres des Gilets jaunes. En effet, si on considère que ce mouvement social se caractérise, dans sa forme originaire tout du moins, comme un ensemble de personnes contestant une réglementation nationale ayant pour effet d'augmenter le prix à la pompe, eh bien un tel mouvement n'est assurément pas, ne date pas de 2018 et de la vidéo Facebook de Jacqueline Moureau en octobre dernier, mais a des origines bien plus anciennes. Déjà dans les années 80, une bande de rebelles du monde de la station essence, si je peux les appeler ainsi, avaient essayé de contester la réglementation française imposant un prix minimal de vente aux consommateurs des carburants, dont faisait partie M. Gontier, le responsable du supermarché Leclerc d'Olivet qui exploite toujours une station d'essence. Alors, en l'espèce, M. Gontier, en sa qualité de responsable du Leclerc d'Olivet, qui exploitait cette station d'essence, faisait l'objet d'une poursuite pénale pour avoir pratiqué, sur les prix limites qui étaient fixés à l'époque, sur la vente aux consommateurs de carburant, des rabais supérieurs aux rabais maximaux autorisés par la réglementation en vigueur. Alors, s'il ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, M. Gontier soutenait que les rabais supérieurs, les rabais maximaux qu'il n'avait pas respectés, étaient fondés sur un arrêté ministériel, lui-même contraire au droit communautaire. Plus précisément, avec les articles, alors je vais donner la numérotation de l'époque, qui a aujourd'hui changé, les articles 3F, 5 et 30 du traité. Autrement dit, avec d'une part les règles communautaires de concurrence et d'autre part la libre circulation des marchandises en tant que celle-ci inclut notamment l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalents. C'est sur ces deux points que va appuyer M. Gontier qui va soutenir son argumentation. Alors c'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Orléans, par un jugement de juin 1984, a posé à la Cour de justice des communautés européennes à l'époque 2 questions préjudicielles en interprétation. Savoir si cette réglementation française était d'une part conforme aux exigences communautaires en matière de concurrence et d'autre part à la libre circulation des marchandises. Et par cet arrêt Gontier du 25 septembre 1985, la Cour de justice va répondre au tribunal de grande instance d'Orléans et je vais vous exposer la solution. Alors je m'arrêterai sur 3 points. Premier point, une particularité dans le mode de rédaction de l'arrêt. En fait, c'est un arrêt qui est rédigé et qui est motivé par référence à un arrêt antérieur. Je vous en dirai un mot et ensuite j'examinerai les 2 derniers points, les 2 moyens invoqués en l'espèce, libre concurrence et libre circulation des marchandises. Alors, premier point sur lequel je voulais revenir, c'est un point qui est relatif vraiment au mode de rédaction de l'arrêt Gontier. Alors, cet arrêt est rédigé par renvoi à un arrêt antérieur, une motivation par renvoi à un arrêt antérieur. Ça signifie que dans cet arrêt, la Cour de justice va considérer que les questions posées par le tribunal de grande instance d'Orléans avaient déjà fait l'objet d'un examen dans un arrêt antérieur et que l'affaire qui nous intéresse ne présentant aucune particularité notable, elle va décider, pour répondre au tribunal de grande instance d'Orléans, de renvoyer au texte de cet arrêt antérieur, qui est un arrêt antérieur de quelques mois, qui est l'arrêt Leclerc, qui concernait un Leclerc toulousain de janvier 1985. Alors cette particularité dans le mode de rédaction de cet arrêt Gontier est indissociable du fait que l'action menée par M. Gontier, dirigée contre cette réglementation française imposant un prix minimal de vente aux consommateurs des carburants, s'inscrivait en réalité dans le cadre d'une offensive contentieuse plus générale dirigée contre cette réglementation, avec pas moins de 9 questions préjudicielles posées à la Cour de justice en ce sens entre août 1983 et novembre 1984. En l'espèce, c'est donc dans un souci de bonne administration de la justice communautaire et compte tenu de l'analogie d'objets entre les questions posées à la Cour dans le premier arrêt et dans notre affaire Gontier que la Cour décide de motiver son arrêt par référence à l'arrêt antérieur. Alors deuxième point, je vous l'expliquais à l'instant, 2 moyens étaient invoqués en l'espèce. Contrariété par rapport à la libre concurrence, contrariété par rapport à la libre circulation des marchandises. Alors deuxième point, la Cour va déclarer compatible la réglementation française imposant un prix minimal de vente aux consommateurs des carburants aux règles européennes à l'époque de concurrence.
Alors le requérant invoquait deux dispositions du traité, les articles 3F et 5 de l'ancien traité sur la communauté économique européenne, devenu aujourd'hui traité sur le fonctionnement de l'Union européenne depuis le traité de Lisbonne. Alors ces deux dispositions, c'était les articles 3F et 5 du traité. L'article 3F, il exprime un simple objectif poursuivi par la communauté économique européenne à l'époque, l'établissement d'un régime assurant que le jeu de la concurrence ne sera pas faussé dans le marché commun. Plus que cela, l'article 5 énonce quant à lui une véritable interdiction générale faite aux États membres. Les États membres ne doivent pas prendre de mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. Si on les lit ensemble, ces deux dispositions signifient que les États membres ne sont pas tenus de prendre des mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation de l'objectif poursuivi par la communauté, l'établissement d'un régime dans lequel la concurrence, le jeu de la concurrence n'est pas faussé. Alors cette norme prohibitive et les dispositions dont elle résulte font cependant partie de la catégorie des principes généraux du traité et ne sont a priori pas invocables en tant que tels devant la Cour. La Cour estime que ces dispositions doivent être lues en combinaison avec d'autres dispositions du traité. Alors ces autres dispositions du traité en matière de concurrence, ce sont les articles, à l'époque, 85 et 86 du traité CE, les actuels articles 101 et 102 du TFUE, qui prohibent respectivement et qui rendent incompatibles avec le marché intérieur les ententes et les abus de position dominante. Monsieur Edazi en a parlé tout à l'heure dans leur dimension interne. Alors ici, toute l'argumentation du requérant reposait sur cette question et sur ces moyens, et ce qu'il revenait à la Cour de déterminer si ces dispositions pouvaient être invoquées, et donc si la Cour pouvait apprécier la réglementation française en vertu de ces dispositions combinées. Alors le gouvernement français faisait valoir que ces dispositions ne pouvaient pas être invoquées. Le gouvernement français estimait que les règles prévues aux actuels articles 101 et 102 du TFUE s'adressent aux entreprises, au comportement des entreprises, et non pas à des mesures législatives ou réglementaires des États membres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces deux dispositions complémentaires, que dans l'affaire Leclerc, la première affaire, le requérant invoquait également ces deux dispositions au soutien de sa requête, ce que n'a pas fait M. Gontier dans l'affaire qui nous intéresse. Mais la Cour considérait déjà à l'époque qu'un État membre de la communauté économique européenne en 1985 était tenu de ne pas prendre ou de ne pas maintenir en vigueur des mesures qui iraient à l'encontre de ces règles communautaires de concurrence et qui favoriseraient ou faciliteraient un comportement anticoncurrentiel de la part de personnes privées. Alors pour répondre à la question ici de savoir si la réglementation française imposant un prix minimal de vente au carburant pour de vente aux consommateurs des carburants était contraire à ces règles européennes de concurrence, la Cour devait tout simplement déterminer et estimer si le régime français des prix était susceptible de permettre, voire d'imposer des comportements anticoncurrentiels. Autrement dit, pour reprendre une distinction qui est faite par l'avocat général en l'espèce, si le régime était semi-public ou purement public. Et la Cour tranche très clairement dans le sens de la deuxième hypothèse, du régime purement public, et partant considère que la réglementation française, elle est déterminée exclusivement par les pouvoirs publics, et que donc elle doit être déclarée conforme au droit communautaire de la concurrence. J'en viens à mon troisième et dernier point. La Cour, en raison de cette compatibilité avec le droit de la concurrence, va examiner la réglementation française au regard de la libre circulation des marchandises. Alors la libre circulation des marchandises, je le rappelle, je vois certains de mes étudiants de troisième année en droit de l'Union européenne dans la salle, nous l'avons vu il y a 48 heures, la libre circulation des marchandises, elle prohibe notamment l'interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent à l'importation comme à l'exportation. Mais c'est plutôt l'importation qui nous intéressera. Alors tout le problème dans le silence du traité a été de définir cette notion de mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives. Alors en 1985, la définition pertinente est celle de l'arrêt d'Assonville du 11 juillet 1974 qui définit une mesure d'effet équivalent comme toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. Alors déjà à l'époque, la Cour avait considéré que cette règle en matière de prohibition des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent s'appliquait aux réglementations nationales fixant un prix minimum pour la vente d'une marchandise. Et c'était le cas notamment dans une affaire de 1978, je ne m'étendrai pas davantage, je renvoie à la version écrite, mais où la Cour estime que ces règles en matière de libre circulation des marchandises sont applicables aux réglementations étatiques fixant des prix minimums.
pour la vente au détail de telle ou telle marchandise. Et ici, la Cour va confronter, comme elle l'a fait en matière de concurrence, la réglementation étatique française imposant un prix minimal de vente aux consommateurs des carburants à ce principe et va considérer qu'elle est contraire à la libre circulation des marchandises. Alors, je renvoie à la contribution écrite et je renvoie à l'arrêt parce qu'il y a une série de calculs assez compliqués qui est fait par la Cour, mais l'élément déterminant en l'espèce, c'est que le prix minimal fixé par les autorités nationales dépendait indirectement du prix de revient des raffineries nationales lorsque ce prix de revient, donc ce que ça coûte concrètement aux raffineries, s'écartait de plus de 8% des cours européens de carburant. Et donc la Cour estimait que dans cette perspective et dans cette seule hypothèse où ça s'écarterait de plus de 8% des cours européens de carburant, c'était susceptible d'entraver le commerce intracommunautaire et l'importation de raffineries extérieures au territoire français. Donc ici, au sens de la jurisprudence d'Assonville, et c'est ça qui est intéressant dans cet arrêt, on est bien en présence d'une entrave indirecte. Encore une fois, c'est un calcul assez compliqué, et potentiel dans la mesure où l'entrave ne se vérifiera pas toujours, uniquement si les cours européens de carburant diffèrent de plus de 8% du prix national pratiqué par les raffineries nationales. Donc voilà, ici cet arrêt il illustre bien, et c'est son intérêt principal, l'articulation entre les règles européennes de concurrence et la libre circulation des marchandises, dans sa déclinaison, celle que j'ai présentée, l'interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent. Alors si cette libre circulation des marchandises a aujourd'hui bien évolué, que ce soit sur la notion même de mesure d'effet équivalent, sur les justifications, les motifs susceptibles de justifier de telles entraves, et alors, dans cette affaire, le gouvernement français estimait notamment que cette entrave était justifiée pour des motifs d'ordre public, liés à l'ordre public et à la sécurité publique, ce qui n'a pas été retenu par la Cour faute de preuves apportées par le gouvernement en ce sens, mais ces motifs ont aujourd'hui bien évolué depuis un certain nombre d'années. Évolution aussi quant au contrôle de proportionnalité pratiqué par le juge en la matière, mais cet arrêt Gontier et le regard en arrière qu'on peut poser sur cet arrêt Gontier nous permet de ne pas oublier que cette prestigieuse évolution jurisprudentielle présente dans les pages les plus célèbres des ouvrages de référence en la matière sur la libre circulation des marchandises s'est construite aussi sur le territoire orléanais. Je vous remercie. Merci Maxime pour cette présentation. Effectivement, le lien entre le droit de la concurrence, la libre circulation, mais aussi un troisième intérêt peut-être qu'on pourrait rajouter en faisant le lien avec la jurisprudence Millon et Marais, c'est l'enjeu de la marge de manœuvre des États s'agissant de la fixation des prix dans tel ou tel secteur d'activité. Ça donne aussi un éclairage intéressant de ce point de vue. Sans plus attendre, je laisse la parole à Nolwenn.